Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons répondre à vos différentes questions concernant le chapitre d'immunologie. Pour m'aider dans cette tâche, je suis ravi d'accueillir parmi nous le professeur Hervé. Bonjour professeur. Bonsoir, je suis ravi d'avoir été invité. C'est un honneur pour moi de partager cette vidéo avec une éminence telle que vous. Merci, je suis ravi que vous vous rendiez compte de la chance que vous avez d'être avec moi ce soir. Allez, ne perdons pas plus de temps avec ces formalités et passons directement à la première question. Elle concerne la réaction inflammatoire, elle nous est envoyée par fan du prof de SVT. Et je vous la lis, les granulocytes sont-ils des cellules sentinelles ou bien des cellules de l'immunité recrutées par les cellules sentinelles? Oui, alors voilà un pseudo assez évocateur. Il n'est pourtant pas filtré les questions ainsi, si vous le dites. Alors, la réponse est simple. Les cellules sentinelles sont présentes en permanence dans les tissus et détectent, grâce à leurs récepteurs PRR, des signaux de danger. Les granulocytes sont des cellules de la réponse immunitaire innée qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire et qui normalement circulent dans le sang et seulement en cas d'inflammation migrent vers un tissu enflammé. Vous avez donc votre réponse, les granulocytes ne sont pas des cellules sentinelles. D'ailleurs, les immunologistes n'utilisent pas vraiment ce terme, ils parlent de cellules résidentes dans les tissus, ce n'est donc pas le cas des granulocytes. À présent, deuxième question qui nous est envoyée par Christophe Maé Forever. Je vous lis la question. Alors, elle concerne l'exocytose, une étape de la phagocytose. Après digestion d'un élément pathogène, les déchets rejetés sont-ils toujours inoffensifs ou peuvent-ils être nocifs? Alors, cher Christophe Maé Forever, vos goûts musicaux sont peut-être discutables, mais cette question est néanmoins pertinente. Après digestion, par les enzymes contenues dans les lysosomes, il ne subsiste de l'élément pathogène que quelques petits fragments de protéines, de lipides ou d'acides nucléiques, qui sont alors individuellement non pathogènes. En effet, ces fragments rejoignent ensuite les liquides extracellulaires, notamment la lymphe, qui sera filtrée ensuite au niveau des reins. Troisième question, qui nous est posée cette fois-ci par Salazar Serpentard, c'est plutôt une remarque. Je n'ai pas compris l'étape de différenciation lors de l'activation des lymphocytes T auxiliaires et des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, pour reprendre les étapes importantes, les LTCD4 et les LTCD8, disposant des récepteurs T capables de reconnaître l'antigène présenté par une cellule présentatrice d'antigène, vont se retrouver activés. Cela se déroule dans un ganglion lymphatique. Il s'ensuit une étape de multiplication clonale et de différenciation clonale. Pour les lymphocytes TCD4, une partie des lymphocytes qui se sont multipliés vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires et l'autre partie va se différencier en lymphocytes TCD4 mémoire à longue durée de vie. Et pour les LTCD8, une partie va se différencier en lymphocytes T cytotoxiques et l'autre partie va se différencier en lymphocytes TCD8 à longue durée de vie. En lien avec les lymphocytes T, Bob nous demande si les lymphocytes T sont déjà répartis en deux groupes, les LTCD4 et LTCD8, avant présentation de l'antigène par une cellule présentatrice d'antigène, ou si, au contraire, cette distinction CD4 et CD8 intervient après la présentation de l'antigène par une CPA. Alors, comme vous le savez, c'est dans le thymus que se déroule la maturation des lymphocytes T. Et au cours de cette maturation, les lymphocytes T vont passer par une étape où ils disposent à la fois de la molécule CD4 et de la molécule CD8. Après plusieurs étapes de sélection, ces lymphocytes perdent l'une des deux molécules. Ils deviennent alors soit CD4+, soit CD8+. Ces lymphocytes sont alors dits matures mais naïfs. Matures parce qu'ils ont terminé les étapes de sélection, mais naïfs parce qu'ils n'ont encore jamais rencontré l'antigène. Vous l'avez donc compris, ce sont ces lymphocytes T naïfs qui vont ensuite migrer dans les ganglions lymphatiques en attente de détecter un antigène présenté par une cellule présentatrice d'antigène. Ils sont déjà différenciés en deux groupes, soit les lymphocytes TCD4, soit les lymphocytes TCD8, avant d'avoir rencontré l'antigène. Une autre question à présent de Kevin, qui nous demande des précisions concernant les lymphocytes T, cette fois-ci les lymphocytes T auxiliaires, sont-ils les seuls à produire de l'interleukine 2? A priori, l'interleukine 2 semble en effet uniquement produite par les lymphocytes TCD4 différenciés en lymphocytes T auxiliaires. Comme vous avez pu le voir, il existe différents types d'interleukines. Certaines sont produites par un très grand nombre de cellules immunitaires différentes, comme par exemple l'IL-6. Néanmoins, ce n'est pas le cas de l'interleukine 2. À présent, une nouvelle question de Stuart, toujours sur les lymphocytes, qui inspire décidément.
Alors, je ne comprends pas bien comment un lymphocyte T cytotoxique activé par la présentation d'un antigène spécifique peut éliminer toute cellule présentant un antigène anormal. Alors, vous avez raison de ne pas bien comprendre, car ce n'est pas possible. Vous croyez qu'il faut, professeur? Pas du tout. Voilà, c'est un peu vexant ce que vous dites. Je pensais pourtant que mes vidéos étaient claires, et visiblement ce n'est pas le cas. Un lymphocyte T cytotoxique ne reconnaît qu'un seul type d'antigène, celui qui était présenté par la cellule présentatrice d'antigène, qui a permis d'activer les lymphocytes, le clone de lymphocyte T CD8 dont il dérive. Effectivement, si le lymphocyte T cytotoxique détecte cet antigène sur une cellule infectée, il pourra la détruire. Si la cellule présente un autre antigène, elle ne sera pas reconnue par le lymphocyte T cytotoxique. Alors passons à la question suivante, cette fois-ci elle nous est posée par Carotte Domestiquée. Carotte Domestiquée qui veut savoir quel est l'intérêt pour un lymphocyte T CD4 de disposer d'un récepteur, le fameux TCR, un récepteur à l'antigène, alors même que son unique fonction est de produire de l'interleukine 2. Bonne question. En effet, chaque clone de lymphocyte TCD4 ne reconnaît qu'un seul antigène. Dans un premier temps, il faut un signal pour sécréter de l'interleukine 2. Il faut s'assurer qu'un élément étranger a bien pénétré dans le corps et nécessite donc la mise en place de la réponse immunitaire adaptative. Or, le récepteur T des lymphocytes T CD4 reconnaît justement uniquement des éléments étrangers. Tout à fait. Par ailleurs, je vous invite à re-regarder la vidéo sur les lymphocytes T CD4 et voir l'importance du récepteur T, du lymphocyte T auxiliaire, dans l'activation des lymphocytes B et de l'interaction entre ces deux cellules. Par ailleurs, comme les programmes sont simplifiés, on ne parle pas de tout, mais le récepteur T du lymphocyte T auxiliaire, lorsqu'il aura reconnu un antigène sur une cellule présentatrice d'antigène, va autoriser cette dernière à activer un lymphocyte T CD8 qui sera sur la même cellule fixée via son récepteur T à l'antigène présenté par la CPA. Donc il y a des interactions grâce au récepteur T qui sont déterminantes dans la mise en place de la réponse immunitaire adaptative. Tout à fait. Par ailleurs, les lymphocytes T auxiliaires peuvent aussi se lier à des phagocytes exposant sur leur membrane l'antigène et stimuler du coup la digestion du contenu des vésicules d'endocytose. Autre question très pertinente à présent de Silas de la Molfesse. Comment les lymphocytes T cytotoxiques n'éliminent pas les phagocytes ou les cellules présentatrices d'antigènes par accident? En effet, les cellules présentatrices d'antigènes vont posséder sur leur surface des molécules CMH, comme les cellules infectées, donc présenter l'antigène à leur surface. Alors, un lymphocyte T cytotoxique ne détruit pas une cellule présentatrice d'antigène, ne la confond pas avec une cellule infectée, pour la bonne et simple raison que cette cellule présentatrice d'antigène va disposer sur sa surface, dans la membrane, enchâssée dans la membrane, des molécules reconnues par le lymphocyte cytotoxique, reconnues comme appartenantes à une cellule présentatrice d'antigène. D'ailleurs, ces molécules sont notamment indispensables au départ pour activer le lymphocyte TCD8. Voilà, donc ces molécules sont absentes de toutes les autres cellules de l'organisme, donc absentes des cellules infectées. Une question d'actualité à présent. Eplec Talonque nous demande « J'aimerais savoir si les lymphocytes B mémoire produits en réponse à une infection par la grippe peuvent servir lors d'une infection par le coronavirus ?» Alors, la réponse est non. Et la probabilité que ça ait pu être le cas est très faible. Je vais vous dire pourquoi. Les antigènes de chaque virus sont différents. Les lymphocytes B sélectionnés en réponse à un virus ne peuvent a priori pas reconnaître les antigènes d'un autre virus. Ils ne seront donc pas à l'origine d'une protection de l'organisme en cas d'infection par un autre virus. Seule exception, lorsque un antigène va avoir une structure extrêmement proche d'un autre antigène, dans ce cas-là, il peut exceptionnellement être reconnu par le même anticorps. Oui, mais pour l'instant, ce cas de figure n'a pas été démontré pour la grippe et le coronavirus. Vous avez raison. D'ailleurs, cela s'applique en général pour des virus de la même famille, comme par exemple les virus de la grippe. Un anticorps dirigé contre un antigène de la grippe de 2019 pourra peut-être reconnaître un antigène dirigé contre la grippe de 2020 si leur structure est quasiment identique. Autre question à présent de Rêve de Subduction qui nous demande, étant donné que la douleur est un symptôme de la réaction inflammatoire, si la réponse adaptative peut elle aussi être responsable de la douleur. Oui, alors il faut savoir que la réaction inflammatoire perdure même après le déclenchement de la réponse adaptative. Donc la douleur va également pouvoir perdurer pendant cette mise en place de la réponse adaptative. Par ailleurs, il a été montré que des lymphocytes vont sécréter des molécules
pro-inflammatoires, comme par exemple l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 8, le TNF, donc des molécules qui vont potentiellement entretenir la douleur. Dernière question à présent de J'ai mon bac, qui nous demande: les anticorps pour un antigène étant identiques, est-il possible d'envisager un traitement au virus par injection d'anticorps synthétisés en laboratoire? Oui, alors ce type de traitement a été mis au point à la fin des années 70 et se développe notamment depuis une vingtaine d'années. Oui, alors une petite présentation de la technique. On va injecter à une souris un antigène donné. Cette souris va alors produire des plasmocytes que l'on va récupérer. Ces plasmocytes vont être mis en culture avec des cellules de myélome. Ce sont des cellules cancéreuses. Et on va rajouter dans le milieu de culture un agent qui va favoriser la fusion entre ces deux cellules. On obtient alors une cellule hybride que l'on appelle hybridome et qui va combiner les propriétés des deux cellules initiales, produire un anticorps spécifique et être immortel et proliféré pour la cellule cancéreuse. Donc on obtient des cellules qui prolifèrent à foison et produisent un anticorps dirigé contre un antigène donné. Alors, les cellules sont ensuite triées afin d'isoler l'hybridome qui va synthétiser l'anticorps dirigé contre l'antigène injecté au départ. Le clone est ensuite mis en culture et on va récupérer l'anticorps d'intérêt dans le surnageant de cette culture. Oui, les techniques se sont perfectionnées ces derniers temps, grâce notamment au génie génétique. On va guider la formation par ces cellules transformées d'anticorps en grande partie humanisés, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer le fragment constant humain et une petite partie, du coup, le fragment variable d'origine murine, donc qui provient des souris. En effet, cela évite, lorsque l'on injecte les anticorps aux patients, d'avoir une réaction de l'individu. En gros, ça évite qu'il fabrique des anticorps anti-anticorps de souris, et donc que le traitement devienne moins efficace et que les anticorps injectés soient détruits par le système immunitaire. Oui, alors il faut quand même souligner que le coût d'un tel traitement pour produire ces anticorps est assez important. Si on prend l'exemple du traitement d'un cancer grâce à ces anticorps synthétisés, on se rapproche de 80 000 € par an et par patient. Cette vidéo touche à sa fin. Merci professeur Hervé d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce fut un plaisir. Et vous, maintenant que vous maîtrisez l'ensemble de l'immunologie, un QCM vous attend sur École Directe. Alors comme le veut notre cher ministre, il ne comptera pas dans votre moyenne. Néanmoins, il vous permettra de vous auto-évaluer et donc de savoir s'il y a des points à revoir ou non. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions par École Directe. L'école sans mur, mais vous continuez de travailler. Alors, bon courage à tous et bon confinement.